Mais avant, une présentation par un petit film. Bonjour, je suis Cédric Nanquin, défenseur de l'équipe de France de rugby, co-capitaine de cette équipe et double champion d'Europe. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur toi? Un petit truc en plus? Bonjour à tous déjà. Moi je suis agent SNCF, je suis en effet partie d'un dispositif qui s'appelle Dispositif Athlète. Je suis soutenu par le GMF depuis à peu près 3 ans. Et après, vous allez découvrir la suite avec les différentes questions qui vont m'être posées. Donc effectivement, vous êtes sportif de haut niveau, meilleur défenseur du monde depuis un certain temps, Depuis à peu près 2019. Ouais. 2019, et vous êtes co-capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. J'insiste sur le terme co-capitaine parce qu'en soi, c'est une originalité et c'est un exemple de coopération. Alors comment ça se passe d'être co-capitaine? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de coach il y a à peu près 4 ans de ça, après les Jeux de Tokyo. Et en fait, ils ont fait un modèle assez différent de ce qu'on avait l'habitude. Et ils ont décidé de mettre des co-capitaines, c'est-à-dire 2 capitaines qui ont le même niveau. Et l'idée, en fait, c'était qu'on puisse se complémenter et c'est-à-dire apporter en fait aux joueurs et au staff un peu les différentes informations. Euh, Après, voilà, quoi, c'est refaire remonter les informations que les joueurs avaient, s'il y avait des soucis ou même des actions qu'ils souhaitaient mettre en place. On était un peu ce relais à faire passer l'info auprès du staff technique. Donc on peut partager le rôle de capitaine, hein. Complètement. Parce que j'imaginais dans une entreprise un co-directeur général, mais ça existe aussi parfois. Nous, c'est vrai qu'on est un peu le capitaine du terrain, on va dire, c'est Jonathan sur le terrain. Et après, tout ce qui est un peu en dehors et tout ça, c'était un peu plus moi. On se partageait un peu les rôles comme ça. Alors, l'équipe de France de rugby fauteuil a été 2 fois en 2022-2023 championne d'Europe et arrivent les Jeux Olympiques et tout le monde espérait que vous soyez sur le podium et à un but près, vous ratez la 3e marche. Alors, comment on vit dans une équipe ce type de déception? C'est vrai que pour les jeux à la maison avec le public, c'était extraordinaire, mais c'est surtout que oui, même nous, on se voyait aller chercher cette demi-finale, déjà pour commencer, qu'on n'a pas pu passer. Après, comment on arrive à se relever après cet échec et cette déception, ça a été déjà beaucoup de discussions, beaucoup d'analyses, un peu d'essayer d'analyser quelles ont été les erreurs qui ont été commises, parce que au début, c'est super facile, hein, c'est de se dire la faute des coachs, bien sûr, jamais les joueurs. Et en vrai, non, c'est vrai qu'on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Parfois, est-ce qu'on a été dans des bonnes conditions à des moments donnés dans notre préparation? Est-ce qu'on s'est mis tout le temps dans des conditions optimales?
Après, ben, c'est vrai que le public aussi, c'était tellement énorme ce qu'on a vécu pendant ces Jeux paralympiques qu'en fait, on est déjà très content d'y avoir participé et de se dire qu'on fait partie de ces joueurs, ces 12 joueurs qui ont pu participer aux Jeux à la maison. Et ça arrivera qu'une fois dans notre vie, ça. Ça, c'est sûr. Moi, c'est mes troisièmes Jeux et ça avait rien d'égal avec les autres Jeux que j'avais pu faire auparavant. Surtout, j'avais fait au Japon avec Covid, donc pas grand monde dans le public, voire personne. Donc c'est sûr que là, avec une salle pleine, ça a changé la donne et on est à la maison, il y a la famille, les amis, et ça fait toujours plaisir. Et en préparant, tu me parlais tu disais la parole du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire la parole du collectif? Bah, ce que j'appelle la parole du collectif, pour moi, c'est en fait, on, on s'est beaucoup réunis entre les joueurs déjà, des réunions aussi avec le staff technique, les capitaines avec le staff. Et en fait, ben, un peu pour comment on, qu'est-ce qu'on met en place en fait pour repartir et pour rebondir. C'était assez important de voir un peu comment redémarrer, analyser aussi ben, les échecs et aussi ben, se dire les choses. Je pense que c'est aussi super important qu'on prenne ce temps de se dire les choses sans de violence ou de méchanceté, mais c'est d'être assez clair et essayer d'expliquer sa pensée. Et je pense que tout ça, ben, toutes ces petites choses mis bout à bout, ça nous a aidé à pouvoir redémarrer assez fort là, après les Jeux. Je crois que notre premier stage était au mois de décembre. Donc déjà, on était tous contents de se revoir et, parce qu'on se voyait qu'en ligne pour faire toutes ces petites réunions pour avancer. Mais c'est vrai que ben, de délier la parole, laisser les gens s'exprimer et donner ce temps de parole, ça a été assez important pour évoluer. Alors, si on reprend un peu le thème de la journée, hein, on fait souvent un parallèle entre les valeurs sportives et je dirais encore plus les valeurs du handisport en général, avec certaines valeurs mutualistes comme la solidarité, qui est le thème de la journée. Alors, est-ce que vous l'avez constaté dans la vraie vie de sportif? Est-ce qu'il y a une vraie solidarité qui s'exprime dans ton activité sportive? Bah, moi, je pense que ça soit déjà dans le sport, je pense qu'il y a quand même de la solidarité, même qu'on fasse du sport individuel ou du sport collectif, même si elle est assez différente. Après, moi, j'ai un peu ce que j'appelle les valeurs du rugby et que j'ai retrouvé, et ce qui m'a plu quand j'ai commencé ce sport, parce que j'y connaissais rien. On m'a un peu interpellé à un moment donné. On m'a dit, viens avec moi, tu vas voir, viens faire du rugby fauteuil, c'est génial. Je me suis dit, bon, jamais de la vie, parce que j'ai vu ce que ça donnait. Il y avait des chocs et tout. Et à ce moment-là, ben, quand je suis parti en championnat de France pour découvrir le rugby fauteuil, j'ai joué, j'étais sur le terrain. Et sur le terrain, on était des adversaires. On s'affrontait, clairement, on s'affrontait, c'était la bagarre. Et en dehors, ben, à partir du moment où on est sorti, ben, j'ai eu les adversaires, certains des adversaires qui sont venus me voir pour me dire wow, c'est énorme, tu devrais essayer de t'attacher comme si, tu devrais essayer de t'installer comme ça. Et en fait, de me donner des conseils. Et moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'était la guerre il y a quelques temps, et là, on est sur un terrain. Là, en dehors du terrain, ben, en fait, et après, ben, pareil, il y a aussi la troisième mi-temps chez nous aussi. Et on a bu un coup ensemble, mais c'est tout cet esprit-là qui m'a plu. Et c'est un peu ce qu'on retrouve un peu, je pense, dans le rugby habituel, traditionnel. C'est-à-dire que sur le terrain, on s'affronte et en dehors, ben, ça fait la fête ensemble. Et c'est des copains, quoi, comme au rugby, hein, c'est ça? C'est ça. Euh, alors, si on élargit un peu sur le thème du handicap, euh, pour toi, quels sont les grands défis à affronter dans les années à venir concernant le handicap? En d'autres termes, comment la solidarité peut et doit s'exprimer? Bah, moi, je pense que il y a différentes choses. Je pense que ce qu'il faut, c'est des sociétés un peu plus, ce que j'appelle moi handi-accueillant, c'est-à-dire de se dire, ben, souvent en France, quand on fait des choses, on le fait pour un type de population. On le fait pour les personnes âgées, on les fait pour les jeunes. Pour moi, on fait beaucoup trop de choses en mettant les gens dans des catégories. Et en fait, ben, c'est vrai que de mettre une rampe ou un ascenseur, ça va pas servir, par exemple, qu'à des personnes en fauteuil. Ça va aider ben, quelqu'un qui est chargé avec ses courses, ou ça va aider aussi la maman avec sa poussette ou la personne âgée. Et sachant qu'on est dans une population qui est vieillissante et que toutes ces facilités, elles vont servir au plus grand nombre. Et je pense que c'est vrai que quand on voit les choses sous forme de contraintes, que ce soit sur l'accessibilité ou autre, eh ben,
ça aide pas à donner envie de se dire on le fait pour une petite partie de la population. Et en fait, je pense que quand on le fait juste pour les usagers, pour les personnes qui vont utiliser, et ben ça change la donne. Je crois que tu avais, à propos d'accessibilité, une expérience quand tu étais étudiant. Oui, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, pour mon parcours scolaire, je devais aller faire mes études dans un établissement. Et cet établissement où j'étais parti pour faire mes études, où je voulais aller pour faire mes études, j'avais appelé avant pour savoir s'il était accessible. Et on m'avait répondu oui, pas de problème. Et quand je suis arrivé devant l'établissement en question, j'ai vu que déjà pour rentrer dans l'établissement, il y avait une marche. Et la personne que j'avais eue au téléphone m'avait dit oui, mais parce qu'elle passe cette marche naturellement tous les matins sans se rendre compte qu'il y a cette marche. Et moi, j'avais fait quelques kilomètres avec ma mère dans le temps et je me suis dit, ah ouais, bon, ben, c'est un échec et on a fait demi-tour et j'ai pas pu accéder puisque j'aurais pas pu accéder. Quand tu travailles à la SNCF, tu travailles sur ces questions d'accessibilité aussi? Donc, pas du tout. Pas du tout. Je travaille pas du Parce tout que, dans ce domaine. Moi, je suis du côté des RH. Et là, je suis carrément du côté organisationnel et communication. Mais voilà. parce qu'on a pas mal d'anecdotes sur le manque d'accessibilité de certains lieux publics. Et ça, c'est aussi 10, 15, 20 ans de travail pour changer les conditions d'accès, notamment dans le métro. Une question sur l'emploi. Vous voyez qu'on traite à peu près les mêmes sujets que vous tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap? Je pense qu'il y a plein de choses qui sont à faire, hein. Moi, je prends mon exemple personnel avant à la SNCF et avant le sport, tout simplement. À la suite de mes études, quand j'ai voulu rentrer dans le monde du travail, j'ai fait énormément d'entretiens. Et je me cachais pas sur le fait que j'étais pas pris parce que j'étais handicapé. Je prenais le temps. J'avais des collègues à moi aussi qui galéraient, qui n'avaient aucun handicap, qui galéraient, mais ils restaient un peu sur le bassin de la région là où on habitait, donc Château de Chéry. Donc c'est sûr que dans le tertiaire, c'était un peu compliqué. Moi, j'allais sur Paris, je faisais pas mal d'entretiens, et au bout d'un moment, je pense que j'ai acquis un pouvoir où quand j'arrivais, je savais si on allait m'écouter, si on allait s'intéresser à mon parcours réellement, ou si on allait juste se demander qu'est-ce que je faisais là et pourquoi j'étais là. Je répondais essentiellement à des offres d'emploi qui étaient en fait pour des personnes qui recherchaient à embaucher des personnes qui avaient une RQTH, en me disant ben, je mettais des chances un peu de mon côté. Et même en faisant ça, ben, j'arrivais parfois à être surpris, à être assez régulièrement surpris. Après, ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Je pense que c'est tout simplement sur notre communication. Quand en fait, si on reste invisible avec des handicaps, entre guillemets, des personnes handicapées qui sont invisibles, ça surprend toujours en fait, si le handicap devient banal et normal, en fait, et une forme de normalité, ben, en fait, je pense que ça sera assez conscient et assez normal pour chacun de se dire, OK. Et je pense que les Jeux paralympiques et la diffusion qu'il y a eu sur ces Jeux paralympiques vont permettre de changer les esprits, en tout cas de tous ces jeunes qui étaient dans le public et qui plus tard seront les adultes de demain et qui auront cette vision et qui auront connu ça. Et je pense que ça permet d'évoluer différemment. Alors moi, j'ai assisté à un match, plusieurs matchs de rugby fauteuil aux Jeux Olympiques. Il y avait plein de jeunes. Et à la fin, tu as marqué un but. C'était mieux que Zidane comme accueil. Dernière question, justement, sur le sport. On a parlé en préparant encore une fois d'épanouissement par le sport pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que tu peux nous témoigner un peu plus largement là-dessus? C'est vrai que moi, j'ai découvert ce sport assez tard, hein. Je crois que j'avais 25 ans. J'en ai 40 maintenant. Et c'est vrai que le sport, je pense qu'il soit handi ou non, permet d'éduquer et d'avoir des valeurs. Et c'est sûr que l'accessibilité dans le sport, c'est pas toujours simple, hein, d'avoir des salles qui puissent accueillir, mais même au-delà des salles, c'est de se dire, ben, quand il y a un enfant handicapé qui vient dans notre club, comment on va réussir à l'occuper et comment on va réussir à s'en charger quand on n'est pas un club handisport.
Et c'est vrai que moi, mon club, ils font un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend des personnes valides et on les met dans des fauteuils. Et on se dit qu'en fait, au moins, on joue tous au même niveau. C'est un peu l'idée et la philosophie un peu que j'ai, c'est-à-dire de me dire que même si on ne va pas être accessible à 100%, mais l'idée de rendre une activité à quelqu'un, eh ben, ça peut l'aider et ça peut aider aussi toutes les personnes qui vont entourer et se préparer sur cette activité. Comme quoi, il suffit de changer le regard. Alors, pour te remercier, on va repasser le film avec la musique. Merci Cédric.